peu importe ce qu'on fait, du B2C, du B2B, du high ticket, du low ticket, ça fonctionne. Moi, je vous donne 3 questions. Si vous les posez bien, vous récupérez 3 dollars à coup sûr. Les gens ont le droit de se plaindre. Mais à la seconde où dans votre vision du monde, c'est pas une plainte, c'est une objection, vous avez déjà perdu le combat. Merveilleux. On passe à l'action? Ouais. Parfait. Call to action, CTA. On passe à l'action? Bon, en gros, je vais vous partager les scripts que nous, on a élaborés, qui dépendent des stratégies qu'on a eues, des expériences qu'on a eues dans le passé et tout. Mais comprenez que, évidemment, ce n'est pas une science infuse. Comprenez que la structure que je vais vous partager fait sens, mais que vous devez, quoi qu'il arrive, l'optimiser en fonction de vous. Tu vois. Et qu'un script doit être modifié des centaines de fois avant qu'il soit vraiment compétitif. Vous êtes tous au courant de ce disclaimer-là? Ouais. Que personne ne me casser les couilles dans 15 jours sur LinkedIn, putain, j'ai su tes trucs, ça marche pas, tu vois. Parce que ouais, c'est normal que ça marche pas, il faut le modifier encore et encore, mais je vous donne une structure globale qui nous fonctionne de partout, peu importe ce qu'on fait, du B2C, du B2B, du high ticket, du low ticket, ça fonctionne. Briser la glace. Vous avez une seule chance de faire une première bonne impression et vous devez vous rendre compte qu'en fonction des prospects que vous avez en face de vous, à la seconde où vous commencez à parler ou à la seconde où vous allumez votre caméra, les gens vous jugent. Surtout, parce que vous êtes gros, mince, noir, arabe, blanc, si vous avez des cheveux ou pas, si vous êtes une meuf ou un gars, vieille ou jeune, si vous êtes bien coiffé ou mal coiffé, si vous avez une belle tenue ou si vous êtes habillé dégueulasse, si vous avez un bon fond, un bon micro, vous êtes jugé à l'instant, à la seconde 1. C'est chiant ce que je dis, mais c'est le game. Et encore une fois, nous, s'il y a un truc sur lequel on est bon, c'est être pragmatique. On voit ce qui se passe et on joue avec. Donc soit vous n'êtes pas content avec ça et du coup vous ne faites pas de sales et du coup vous ne faites pas d'argent, soit vous jouez avec les règles du jeu, vous serrez les dents et vous faites de votre mieux pour effacer vos inconvénients, vos désavantages, vos défauts, quoi. Donc comprenez que cette phase-là n'est pas la plus importante du point de vue sales, mais elle est extrêmement importante du point de vue relation. Et bon, au final, causalité oblige, étant donné que la relation c'est égal plus ou moins à la conversion, c'est vraiment important. Parce que oui, le gars qui t'appelle de chez SFR avec un accent terrible à couper au couteau et qui te propose la énième Free Mobile, Box, mes couilles, je sais quoi, il n'est pas si mauvais que ça, le produit est peut-être meilleur que celui que tu as actuellement. Mais tu fais quoi? Tu raccroches instinctivement au téléphone. Moi, je me rappelle de ces trucs où le dimanche, on mangeait avec ma mère et tu sais, elle prenait un appel sur le téléphone fixe, quoi. Elle est démontée, les gars, tu vois. Non mais attends, bam, elle a raccroché, instinctivement. Juste parce que, directement, au début, vous apportez pas réellement un intérêt réel à la personne d'en face. Et ce truc-là, nous, on le voit au début, quand les gens n'ont pas brisé la barrière sociale. Alex vous en a parlé un petit peu, mais nous, les 16, on leur fait vendre des cailloux dans la rue, on leur fait réciter jouer des pièces de théâtre dans les métros, debout sur les sièges. Parce que ça, c'est le point numéro 1. Vous devez être à l'aise au téléphone. Et à l'aise, c'est pas forcément le mec qui gueule de partout, qui fait des blagues, qui est trop stylé, peu importe. Vous devez juste être confortable dans ce que vous faites. Et nous, évidemment, au début, quand on fait des réécoutes d'appels sur les gens qui commencent, quand il y a des gars qui ont la voix qui tremblote, ah bah ouais, frérot. Mais nous, ça, on l'entend tous les jours. Hein. Heureusement que c'est pas sur les produits de nos clients et qu'on les fait sur nos leads à nous pour que, tu vois, ils puissent s'entraîner. Hein, les gars, sur nos leads à nous, on le fait pas sur vous. Hein. Non, réellement. Mais parce que, ouais, au début, c'est ça. Et c'est normal. C'est contre-intuitif de vendre. Contre-intuitif de décrocher le téléphone, tu vois. Mais vous devez être dans une posture où vous arrivez à briser cette barrière sociale. À parler à une personne qui est au bout du fil comme si vous la connaissiez depuis 10 piges. Hey, salut X, c'est Y de chez W, comment est-ce que tu vas aujourd'hui? T'as la forme? C'est pas exagéré, c'est pas exagéré, c'est cool quoi. T'as envie de parler à un mec comme ça? Voilà, soyez une personne avec qui on a envie de parler, bordel. Et pour ça, vous devez faire un vrai bon icebreaker. Alors après, évidemment, là, on parle d'un appel de vente. Autrement dit, un rendez-vous qui a été fixé. C'est pas un script de prospection, hein, qu'on soit clair. Mais en gros, au global, introduisez-vous, posez une question sympa, mignonne,
Et après, en réalité, cette phase-là, elle est souvent subdivisée en deux parties. Donc la phase icebreaker et la phase créer le lien de confiance. Créer le lien de confiance, c'est la partie sympa où on dit où est-ce que tu es actuellement, qu'est-ce que tu fais dans la vie, une question un peu à la con, tu vois, bateau, qui permet de créer du lien. En gros, vous avez un livre, un vrai bouquin à lire pour créer un script de vente qui est cohérent, c'est Influence et Manipulation. Qui a lu ce bouquin ici? Putain, personne. Ok, bah voilà. Donc il y a 7 principes. De tête, je pense que je peux les sortir. Cohérence, engagement, autorité, preuve sociale, rareté, tu vois, influence et manipulation. En anglais, c'est influence. Non, influence, tout court. Ouais, en fait, le premier s'appelait persuasion en anglais. Et maintenant, ils en ont refait un qui s'appelle influence. En français, c'est influence manipulation. Bref, il y a 7 principes et vous devez les suivre dans tous vos scripts de vente. C'est 7 principes-là. C'est là-dessus que nous on crée, enfin, c'est en tout cas en respectant ces conditions qu'on crée nos scripts de vente. Donc là, briser la glace, principe de sympathie, mec beau gosse, tu vois, sympa et tout, il a un sourire. Principe de réciprocité, je mets un R. Réciprocité, c'est quand je donne quelque chose à quelqu'un, vous voulez me donner quelque chose en retour. Là, je vous donne de la valeur, vous allez peut-être m'applaudir quand je vais finir, je vous le conseille, by the way. Mais tu vois, je donne quelque chose, vous avez quelque chose en retour, par définition. Principe de réciprocité. Mais quand vous êtes gentil, cool, sympa, vous apportez de la valeur aux gens dès le début de l'appel, il va y avoir un principe de sympathie qui est mis en place et réciprocité. Ils vont être aussi contents d'être là et ils vont vouloir aussi t'apporter quelque chose en retour. Un smile au minimum, tu vois. Après, il y a quelques techniques. Une phrase que je vous donne. Vous voulez une phrase un peu sympa à dire? Oui. Ah, je donne pas, frère. Oh. Vous voulez une phrase un peu sympa à dire? Oui. Ah, voilà. Moi, une question que je pose souvent et que j'aime bien, c'est quelles sont les 3 meilleures choses qui te sont arrivées aujourd'hui? Pour commencer l'appel. C'est chambé, ça, comme question. C'est chambé parce que personne pose ces questions-là. Et en faisant ça, vous faites directement partie du top 1% des gens qui posent les meilleures questions dans le monde. Comment ça va? Comment? Moi, je lui demande comment ça va. Mais c'est rincé, mon frère, comment ça va? Tout le monde dit comment ça va. Tu vas voir une meuf dans la rue, tu lui dis comment, c'est le premier truc que tout le monde dit, comment ça va. Il y en a qui le disent pas. Qui? Qui, frérot? Tu vois quelqu'un, ouais, ça va, tu vas bien. C'est la classique. Sors de ça un petit peu, toi, fais un truc stylé un peu. Mais au téléphone, à moi je dis. Ouais, téléphone, dans la vraie vie. Écoute, tu diras, moi, j'adore parler avec des gens qui ont une bonne énergie et qui ont envie d'avancer. Et la question que je pose tout le temps, c'est quelles sont les 3 meilleures choses qui te sont arrivées aujourd'hui? C'est chaud. Tu vois? Et là, les gens, ils sont contents parce qu'ils vont parler d'un truc positif. Ils vont créer une association positive entre toi et les éléments de réponse qu'ils vont te donner. Ils vont être contents que tu poses une question différente parce que tu vas faire partie du top 1% des gens qui posent des vraies bonnes questions dans le monde. C'est que des bonnes nouvelles. Petite question, tu crées le lien de confiance. Ensuite, la seconde étape qui est vraiment importante, donc là, il y a une étape, tu vois, comme j'ai dit, créer le lien de confiance, mais vous avez compris, c'est un total, quoi, en gros. Après, il y a le cadrage. Frame. Cadrage. Le but du cadrage de l'appel, c'est que les gens comprennent exactement pourquoi est-ce qu'on est là. Donc, par exemple, l'objectif aujourd'hui, pour moi, c'est de comprendre qui tu es, découvrir ton profil, ton projet, et dans la mesure où ce que tu me proposes, ce que tu montres fait sens par rapport aux gens que nous, on a l'habitude d'accompagner, je te ferai une proposition, ou alors, autre option, on regardera si ton profil nous correspond, ou alors, autre option, on fera une analyse de ton projet, on te fera un retour sur 48, 72 heures, ce que vous voulez. Vous devez expliquer exactement ce qui va se passer dans l'appel. Pour quelle raison est-ce qu'on fait ça? Je ne vais pas faire la devinette, ça prendrait 8 plombs parce que vous trouviez. En fait, on fait ça pour pouvoir recadrer quelqu'un qui sort de l'appel, qui sort de la frame de l'appel. Parce que ici, dans le cadrage, là c'est ouf ce que je vous partage. Hein. Là c'est ouf. Dans le cadrage, il y a principe d'autorité. Autorité. Pourquoi? Parce qu'on dit, je suis ici, je suis la personne qui va t'apporter de la valeur, voici comment ça va se passer. On prend une position autoritaire sur l'appel, ça fait sens pour tout le monde ou pas? Oui. Ok, on explique comment ça va se passer. Second principe, réciprocité. On explique qu'on va partager de la valeur. Je vais t'apporter de la valeur, je vais comprendre ta situation, ton projet, et dans la mesure où on peut t'accompagner, je vais te dire comment est-ce qu'on peut le faire.
Et dernier truc de ouf, principe d'engagement et de cohérence. Pourquoi? Parce que quand tu vas dire à la fin, est-ce que ça te convient? Est-ce que ça fait sens pour toi, ce déroulé d'appel, et que la personne dit oui, c'est trop tard. Elle est baisée. Elle vient de s'engager sur quelque chose. Et à la seconde où elle sortira de l'appel en disant « Ah mais d'ailleurs, il coûte combien ton produit ?» Vous aurez juste à la recadrer. « Écoute, merci beaucoup de ta question. On y reviendra juste après. Comme je t'ai dit, dans un premier temps, j'ai besoin de comprendre ton projet et de voir si on peut t'accompagner. Ça fait sens pour toi ?» Et là, c'est rideau. Et la personne est cadrée. Engagement et cohérence. 7 principes, influence et manipulation, ils sont tous dans le livre. Enfin, le livre, il coûte 15 balles, frérot. T'as tout. Tu peux faire des millions avec le bouquin. Cadrage. Après, phase découverte. On va aller un peu plus vite. On va parler directement de douleur. Parce que bon, ça va, je vais pas faire que ça non plus. Donc, douleur. C'est pas un P, hein, putain. Douleur. Je suis vraiment absurde comme mec. Bon, bref. Douleur. Alors, les gens vont passer à l'action parce qu'il y a un truc qui se passe pas bien aujourd'hui dans leur vie, on est d'accord. Globalement, ils veulent quelque chose qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Quelqu'un qui va jouer au paddle, il se sent pas bien dans sa journée, il a envie de se sentir mieux. Quelqu'un qui va faire une rénovation écologique, soit il paye trop de malus, soit, je sais pas, moi, il a la patte verte ou sa mère lui a dit que c'était bien de penser à la nature. Quelqu'un qui veut devenir joueur de foot pro, il a envie de gagner de l'oseille ou je ne sais quoi. Tout le monde le fait parce qu'on a le dégoût de quelque chose, ou en tout cas la volonté de ne plus avoir quelque chose, la volonté d'avoir une nouvelle chose à la place. Ça fait sens pour tout le monde ou pas, ça? Ouais. Alright. Donc, moi je vous donne 3 questions qui vous permettent de récupérer 3 douleurs. Ça intéresse quelqu'un ou on s'en tape? Oui. Vous êtes chaud, quoi? 3 questions, 3 douleurs. Parce que ça me revient tout le temps. Ouais, mais alors comment est-ce qu'on fait pour choper les bonnes douleurs? Comment est-ce que ça fonctionne? Et souvent, on sait, c'est compliqué à frameworker ce genre de truc. Vous ne savez pas trop quelles questions poser, dans quel sens. Moi, je vous donne 3 questions. Si vous les posez bien, vous récupérez 3 douleurs à coup sûr. Question numéro 1. Pour quelle raison tu es ici? Alors bon, vous avez vu mon niveau d'orthographe. Je ne vais pas écrire pour quelle raison tu es ici, parce que sinon, ça va être une tannée pas possible. Mais pour quelle raison est-ce que tu es ici? Alors, question. Pour quelle raison, selon vous, est-ce qu'on pose la question pour quelle raison et non pas pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'on dise pour quelle raison et non pas pourquoi? Parce qu'il peut y avoir plusieurs raisons. On peut avoir plusieurs pourquoi aussi. Hein. Vous savez pas? Ah, c'est trop bon ça. Ça pourrait durer 10 piges, frérot, je te jure, c'est un bonheur pour moi. Donc, on pourrait y revenir par la suite dans genre 5-6 heures par exemple, quand j'aurai fini tout le reste. Mais en fait, il y a 3 compétences clés pour être un bon sales, c'est questionologie, storytelling, écoute active. Questionologie, c'est l'art de poser des questions. Et par exemple, il y a une question que j'adore poser, c'est ça veut dire quoi pourquoi? En fait, pourquoi, ça peut avoir deux sens. Pourquoi, ça peut être une discussion sur la raison. Pour quelle raison est-ce que tu fais les choses? Ou pourquoi, ça peut être une discussion sur l'objectif. Dans quel objectif est-ce que tu fais les choses? Donc le pourquoi, qui est un mot qu'on utilise toute la putain de journée, a en fait un double sens. Et là, vous venez de vous en rendre compte maintenant. Pourquoi, c'est soit pour quelle raison, soit dans quel objectif. Nous, le problème, c'est que la raison, c'est la douleur. L'objectif, c'est ce qu'on va faire après, la vision du paradis. Donc on veut justement les séparer. Là, on veut comprendre les raisons pour lesquelles il est là. Quelles sont les raisons qui font qu'il est en train de se bouger là? Ça fait sens pour tout le monde. Vous voyez la différence entre le pour quelle raison et dans quel objectif? Ouais. Pour ça qu'on pose la question pour quelle raison. Les gens le captent toujours ça? Non, ils le captent jamais. Mais au moins pour toi, ça te structure dans ta tête. Et ça, c'est le plus important. Donc, question numéro 1, pour quelle raison? Là, évidemment, tu auras une première raison qui va arriver. Votre travail, c'est de creuser la raison pour trouver une douleur. Quelqu'un qui vous dit, par exemple, aujourd'hui, je perds de l'argent, c'est pas une douleur, ça. Quelqu'un me dit, je perds de l'argent, je vais lui demander, quelles sont les conséquences sur ta vie de tous les jours du fait de perdre cet argent en question? S'il me dit, j'ai pas pu emmener ma fille à Disneyland l'année dernière, ça c'est une douleur, je garde. Je suis content de ce truc. Vous comprenez, une douleur, c'est émotionnel. Émotionnel. Donc vous creusez jusqu'à trouver une vraie douleur émotionnelle. Donc la top line, c'est je perds de l'argent. La bottom line, c'est j'ai pas pu emmener ma fille à Disneyland l'année dernière. Ça fait sens pour tout le monde? Oui.
Donc vous vous rappelez où on était ou pas? Ouais. On était où? Pain point. La vraie raison derrière. Ouais, j'en mets. La vraie raison est une vraie raison émotionnelle. Ok. Question numéro 2. Quelles sont les autres difficultés que tu rencontres à l'heure actuelle? Ça va vous permettre de vous projeter sur un autre topic de ces douleurs. Pareil, on prend le main topic, le sujet principal, et on le creuse jusqu'à trouver une douleur qui est émotionnelle, s'il vous plaît. Au maximum. Vous n'allez pas y arriver dans 100% des cas, hein, évidemment. Je dis juste que ça doit toujours être votre objectif de trouver une réelle douleur émotionnelle. Ok pour la deuxième question? Ouais. Question numéro 3 qui fonctionne souvent très bien. Qu'est-ce qui fait que pour l'instant, tu n'as pas réussi à changer les choses? Et en fait, cette question elle est charmée parce que vous allez trouver souvent une douleur technique. Donc soit j'ai pas les compétences, soit j'ai pas les contacts, soit j'ai pas la motivation, soit j'ai pas le temps, peu importe. Mais vous allez trouver une douleur technique. Et une douleur technique, ça vaut vraiment de la valeur dans les types de produits que vous avez. Fait sens pour vous? Ouais. Alors ça, évidemment, c'est sur la partie sales, mais je pense par exemple à vous les gars pour les recettes de cuisine. Là, ça peut être évidemment adapté au copywriting d'un site, au content que vous allez faire. C'est pas juste c'est un script de vente, mais ça peut aussi pas uniquement être dans un appel, quoi. Parce que je sais qu'il y a une grande partie d'entre vous qui ferait peut-être jamais d'appel en réalité. Ça, c'est how to sell something, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Et ensuite, une fois qu'on a les 3 douleurs, on va parler de la vision du paradis. Donc, tu vois, bonheur, douleur, on va mettre maintenant bonheur par exemple. Ça, bonheur, le H il est là. Hein. Comme ça. Il y a un E à bonheur ou pas? Non. Ah, je suis vraiment pas bon, putain. Donc là, on vient de passer 10-15 minutes à faire... Enfin non, moins. Ça, si vous êtes bon, cette partie-là, elle dure 5-6 minutes. Hein, c'est pas diplôme, c'est 5-6 minutes ça. Et ensuite, vous passez à la partie paradis. Donc merci beaucoup pour tout ce que tu m'as partagé. Maintenant, on va parler des sujets un peu plus sympas parce qu'on est là pour passer quand même un bon moment. Alors dis-moi, question numéro 1, quels sont les objectifs que tu veux placer en face de tes douleurs? Tu m'as partagé que douleur numéro 1, tu m'as aussi dit que douleur numéro 2 et enfin tu m'as dit que douleur numéro 3. J'aimerais comprendre quels sont les objectifs que tu mets en face de ça. Donc, tu me disais que tu perdais de l'argent, qu'est-ce que tu as envie de gagner? Tu me disais que X, qu'est-ce que tu as envie de faire en face? Vous comprenez ça? C'est essentiel qu'en face de chaque douleur, vous ayez un objectif. En fait, je vais vous dire un truc, hein, qu'on soit clair. Le main purpose, la seule raison pour laquelle vous faites tout cet appel, c'est juste pour choper 3 douleurs et 3 objectifs. C'est tout. Tous les appels de vente du monde sont faits pour choper des douleurs et des objectifs, rien d'autre. Douleur, bénéfice client, appelez ça comme vous voulez. Enfin, douleur, puis bénéfice ou bénéfice client, peu importe comment vous l'appelez. Donc vous devez choper s'il vous plaît des douleurs et des objectifs. Ça fait sens pour tout le monde? Ouais. Et ensuite là on doit partir sur la partie présentation de l'offre. Je fais une petite parenthèse pour vous dire que nous on utilise ce qu'on appelle le pré-shoot d'objection. La raison elle est simple. Le travail d'un vendeur, c'est de relever les incohérences. Le seul vrai travail du vendeur, c'est de relever des incohérences. C'est tout. Quelqu'un vous dit oui au début, vous dit non par la suite, c'est une incohérence. Et en gros, l'idée de la partie pré-shoot d'objection, c'est de contrer les objections les plus compliquées à traiter. Les 2 objections qui ne sont pas faciles à traiter, c'est je dois y réfléchir et je dois en parler à quelqu'un. Tout le reste, on peut traiter. J'ai pas d'argent, tout ça c'est facile à traiter. Par contre, je dois en parler à quelqu'un et je dois y réfléchir, c'est compliqué à traiter. En fait, techniquement, ça se traite bien, mais si les gens font vraiment preuve de mauvaise volonté, vous ne pourrez pas les faire passer à l'action. Comment tu prends quelqu'un qui dit qu'il n'a pas la thune? On va y venir par la suite. C'est la dernière phase de l'appel. Tu vois, je viens de recadrer, tu vois. Tac, il pose une question. Non, mais tu vois, on fait ça. Charmant. Passe bien, tu vois. Cadrage pré-offre. Ça fait un truc du style. Quand je veux pré-shooter ces 2 objections, encore une fois, vous pouvez le faire pour toutes les objections que vous souhaitez. Hein. C'est un exemple que nous utilisons beaucoup quand on vend de l'accompagnement et des formations. Écoute, merci de tout ce que tu m'as partagé. Je pense réellement qu'on a l'offre parfaite pour pouvoir t'accompagner. Juste avant, il y a un point qui est essentiel pour moi. Je travaille uniquement avec des gens qui ont un vrai profil d'entrepreneur. Les entrepreneurs, pour moi, c'est des gens qui
savent prendre des risques et savent prendre des décisions rapidement. Du coup, la question que j'ai à te poser, c'est est-ce que c'est OK pour toi de prendre une décision avant la fin de cet appel? Tu pourras me dire oui, j'ai envie de continuer avec toi ou non, je préfère continuer seul. Par contre, j'attends de toi que tu me donnes une vraie réponse claire. C'est OK pour toi? On vient de cadrer l'offre. Et qu'est-ce qui va se passer à la seconde où on va nous dire je dois y réfléchir? Ah, merci beaucoup de me partager ça. J'aimerais juste savoir quelque chose. Qu'est-ce qui fait qu'il y a 10 minutes, tu m'as dit que tu étais prêt à prendre une décision avant la fin de l'appel et que maintenant tu me dises que tu as besoin de réfléchir? Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis sur les 10 dernières minutes? Et en faisant ça, vous venez d'économiser 30 minutes de votre vie à contrer des objections qui tournent en rond et qui sont relous. Cadrage pré-offre. Cadrage, sachez l'écrire. Pré-offre. Alright? C'est cool ou pas? Charmé, non? Ok, bien. Olé. Présentation de l'offre. Et là, vous allez voir que c'est maintenant que la magie opère. De l'offre. Donc vous vous rappelez, je vous ai dit que vous deviez avoir que c'est bien d'avoir 3 douleurs et 3 objectifs. Vous vous rappelez de ça ou pas? Je suis tout fier de ce que je vais faire là. Je suis ultra fier parce qu'à chaque fois ils disent ah ouais putain c'est sûr. Donc voilà comment est-ce qu'on présente une offre. On fait un petit ce qu'on appelle elevator speech, ok? Donc un truc qui dure 60 secondes et qui explique qui vous êtes et ce que vous faites. Moi, je vous conseille d'utiliser la formule de Simon Sinek, Start with why, donc why, how, what. Ok. Donc le why, c'est le pourquoi vous faites ça. Le how, c'est comment est-ce que vous faites les choses. Et le what, c'est quel est votre produit en 2 secondes. Ça doit durer 60 secondes. Speech elevator. Et ça, vous devriez tous en avoir un, parce que quand vous networkez, vous devriez être en capacité en 1 minute d'expliquer parfaitement votre pourquoi, votre comment et votre quoi. Et ça, quand vous faites de l'événementiel, quand vous rencontrez des gens en physique, quand vous faites d'école, quand vous êtes souvent amené à vous présenter, vous devriez tous et toutes avoir un elevator speech. On pourra, si vous voulez, le travailler ou pas. Mais je vous conseille tous d'avoir ce truc-là. 60 secondes, vous passez par ces 3 étapes-là, tout le monde doit comprendre qui vous êtes et ce que vous faites et la valeur que vous apportez. Good? Donc 60 secondes et ensuite on passe à la vraie structure de la présentation de l'offre. Vous êtes prêts ou quoi? Ouais. Douleur numéro 1. Caractéristique produit numéro 1 qui répond à la douleur. Objectif numéro 1. Mais aussi douleur numéro 2. Caractéristique produit numéro 2. Objectif numéro 2. Mais aussi D3, C3, O3. On se croirait en physique-chimie, putain. Et voilà. Khalas, rido, nothing else, nada, wellu, kutchi. Vous avez fini. Ce que vous m'avez partagé, c'est que actuellement, vous savez que vous perdez de l'argent. Et d'ailleurs, vous m'avez partagé le fait que vous a vraiment touché de ne pas réussir à offrir le voyage que vous avez promis à votre fille il y a 2 ans à Disneyland. Vous vous rappelez de ça? Nous, l'objectif du produit qu'on a, c'est justement de construire un plan 90 jours pour vous expliquer comment est-ce qu'on va vous emmener de 0 à 50 000 euros de chiffre d'affaires. Ainsi, je vous le garantis, l'année prochaine, vous pourrez emmener Lisa à Disneyland. Vous répétez cette boucle 3 fois. Et ensuite, annonce le A. Alors, Théo, Sacha, X, Monsieur Y, pour accéder à cette offre, pour commencer avec moi, ça représente un investissement de 5 800 euros. Alors dites-moi, à quel point vous êtes motivé de commencer avec moi aujourd'hui? Et là, on utilise la stratégie STFU. Shut the fuck up. On ferme sa gueule, en gros. Le roi du silence commence à ce moment. Le premier qui parle a perdu. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on dit à quel point tu es motivé de commencer avec moi et qu'on ne dit pas qu'est-ce que tu en penses ou
Ça fait sens pour toi. Ça freine directement dans son état d'esprit. Ouais. Donc, dans la questionologie, bon, je pourrais dire autant de choses sur la questionologie que sur la vente, donc je vais pas ouvrir un énième volet parce que là, alors là, on est mort. Mais en gros, pour la faire simple, vous savez, les questions neutres, orientées, fermées ou ouvertes, ça c'est quand même assez classique comme truc. Bon. Et ben en fait, l'objectif sur une phrase d'annonce, c'est d'avoir une question qui est orientée positivement et ouverte. Parce que si je vous mets dans une question fermée, par exemple, est-ce que tu penses que c'est bien? On répond par oui ou par non. Il peut répondre par oui ou par non. C'est une question qui est fermée, oui ou non. Si je te dis à quel point tu es motivé, c'est une question ouverte et qui est positive. Il pourra dire je suis très motivé, moyennement motivé, pas trop motivé, mais dans tous les cas, il emploiera un terme positif. Et ça, c'est bien. Ça fait sens pour vous? Donc toujours, on essaie d'avoir une question qui est orientée positivement et ouverte sur les phrases d'annonce. Et ensuite, 3 du silence. Donc là, vous comprenez pourquoi on chope 3 douleurs et 3 objectifs. Parce que c'est ultra simple de les réutiliser dans une présentation d'offre. Et ça, c'est bon pour du copywriting, c'est bon pour de la vente, c'est bon pour de la prospection, c'est bon pour tout. Vous récupérez 3 douleurs, vous avez 3 objectifs, vous mettez des caractéristiques produits au milieu qui règlent ces douleurs et qui offrent le bénéfice client que le client souhaite. Alright? Et ensuite, on passe à ce que vous redoutez tous et toutes, la fameuse, la grande objection. Il fait flipper ce mot. Hein. D'ailleurs, je commence souvent comme ça, moi. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle objection? Tu vois, objection, c'est un truc dur qu'il faut franchir, qui est pas agréable, quoi. Admettons que il y a une maman, elle doit emmener sa petite fille chez le dentiste, et la petite fille, elle veut pas du tout, tu vois. Mais vraiment, elle veut pas, quoi. Gueule, elle crie, elle pleure, et bien elle commence à avoir vraiment une infection au niveau de la bouche, il faut absolument qu'elle aille chez le dentiste, quoi. Et la mère, la seule solution qu'elle trouve, c'est « Ah bah écoute, chérie, on va à Disneyland aujourd'hui. » Vous avez compris l'histoire, elle la fout dans la bagnole, elle ferme les portes, bon bah désolé, on va pas à Disney, mais on va chez le dentiste. Et là, la gamine aura beau chialer autant qu'elle veut, elle ira chez le dentiste. C'est pas une objection, c'est une plainte. Mais ça change tout. Tout le monde se plaint. Les prospects adorent se plaindre. Toute la journée, ils font que ça, se plaindre. C'est trop cher. Je sais, vous avez raison. Comme l'essence, le pain, la farine, environ tout ce que vous achetez aujourd'hui est trop cher. Mais devine quoi? Les sacs Louis Vuitton que j'achète à 2900 € sont beaucoup trop chers. Et pour autant, je me retrouve toutes les putains de semaines chez Louis Vuitton. Et c'est pas parce que c'est trop cher que j'achète pas. C'est pas parce qu'une voiture qui coûte 300 000 € est trop chère que j'achète pas la voiture. Ça me fait chier de l'acheter parce que ça fait beaucoup d'argent, mais je le fais quand même. C'est pas une objection qui m'empêche de faire la chose, c'est une plainte. Les gens ont le droit de se plaindre. Mais à la seconde où dans votre vision du monde, c'est pas une plainte, c'est une objection, vous avez déjà perdu le combat. Parce que vous pensez que vous pouvez pas passer au-dessus. C'est comme si la maman ramène la fille chez elle parce qu'elle se plaint. J'ai pas envie d'y aller, c'est une objection. Et non, c'est une plainte. Elle n'a pas envie, mais c'est bien pour elle, donc on va l'emmener. Moi, un mec qui veut se former chez moi, il n'a pas envie, parce que c'est cher, parce que c'est pas le bon timing, mais ce qu'on fait, c'est bon pour lui, ça va changer sa vie, il va commencer avec nous. C'est le même schéma, la même réflexion. Fait sens pour vous? Et je trouve que quand on fait ce switch-là, déjà, il n'y a plus cette pression. C'est une plainte, vous allez tous en avoir. Ah putain, mais pourquoi je vais pas acheter un livre de cuisine? J'aime bien le papier, tu vois, du livre de cuisine. Ah mais ce truc-là, c'est trop cher, mais mon enfant, il ne deviendra jamais joueur professionnel. Vous allez tous avoir des objections. Mais à la seconde où vous croyez que c'est des objections, vous avez déjà perdu le combat. À méditer. Donc, J'ai une question. oui. Parce que parfois il y a des objections qui sont, quelqu'un va faire une plainte, quoi, quelqu'un va dire c'est trop cher, et parfois tu peux sentir qu'il y a en fait une objection réelle mais qui dit pas. Ouais. Comment tu traites ça et comment tu découvres? On y va.
Alors, je pourrais vous partager, si vous voulez, après, je vous montrerai une des mind maps que nous, on utilise. Ah, ça serait peut-être cool que je branche en 2 secondes pour montrer une mind map où c'est relou. Oui, dis-moi. Sur l'annonce du prix, parce que l'annonce du prix, c'est un peu. Je t'écoute, vas-y, je t'en C'est prie. un peu le climax, quoi. T'arrives à la fin de ton call et tout. Le gars, il dit combien ça coûte, c'est qu'il a envie d'acheter. T'annonces le prix. Moi, j'ai eu le cas, il n'y a même pas 2 heures, là, on était sur un truc sales. Et j'ai dit, voilà, mon prix, c'est 10%. D'habitude, je dis 8. Je me suis dit, je vais mettre 10 et voir ce qui va se passer, quoi. Et donc, j'ai fait la technique, shut the fuck up. Donc, j'ai laissé le gars. Puis, je vois le blanc qui continue, tu vois. Là, tu dis, je vais ajouter un truc. Et j'ai dit, et là, j'ai rajouté un avantage. Je dis, c'est 10%, mais c'est mieux pour tel et tel. Ah là là. Je voulais avoir ton retour parce que du coup. Non, en fait, tu poses une question. Moi, quand je dis mon prix c'est X, à quel point est-ce que tu es motivé de commencer avec moi? Le mec, soit il répond parce qu'il comprend que c'est une question, soit il comprend pas que c'est une question et donc c'est un débile mental et donc j'ai rien à foutre avec lui en appel. Tu vois? Mais quand je pose la question, dis-moi à quel point tu es motivé de commencer avec moi à ce prix-là, c'est une question. Je prends des gens au téléphone qui ont un cerveau dans le bon sens. Quand je pose une question, ils me répondent par une question. Mais si Par une réponse, excuse-moi. Parce que moi, j'ai pas fait tout ça. Donc, j'ai donné le prix. Ah oui. Et puis, t'as le blanc qui complique. Oui, mais c'est trop tard. Tu vois ce que je veux dire? Elle est là ton erreur. Ton erreur, c'est pas d'avoir donné un avantage après. Ton erreur, c'est de pas avoir posé une question quand tu as donné le prix. Si tu dis mon prix, c'est 8 000 €. Blanc. Ok, je m'en bats les couilles, frère, que ce soit 8 000 €. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est parce que un call to action, il faut. Dis-moi à quel point est-ce que tu es motivé de te lancer avec moi sur ce prix-là. Là, c'est une question. Il faut mâcher le travail aux gens, tu sais. Ils se mouilleront jamais pour toi. Les amener dans la direction, un call to action. Comme si je te dis, ouais, voilà, une coupe de cheveux chez mon coiffeur, c'est 15 €. Bah, c'est une information, mais j'ai pas besoin de répondre à une information. Par contre, si je te dis, mon pote coiffeur, il vient d'ouvrir un salon, il fait la coupe à 15 balles, je sais que t'as besoin d'aller chez le coiffeur, vas-y, viens, on y va ensemble. Là, ça fait sens. Moi, je me dis que le blanc, c'est que ça l'intéresse pas, quoi. Si ça traîne trop, c'est que. Bah, le blanc, c'est juste que tu l'as pas forcé à répondre, dans ma vision du monde. Et vous savez, je pense qu'il faut arrêter de penser que... Enfin, je pense que beaucoup de gens pensent encore que la vente, c'est quelqu'un qui est motivé à 100%. Mais la vente, c'est souvent un mec qui est motivé à 48, tu vois. Tu le fais passer à 50,5, bam, 52, bam, bam, il achète. Merveilleux. T'as fait ton job. Tu vois, c'est pas un gars à qui tu donnes et il va dire vas-y, ça arrive, c'est 1%. Où tu dis c'est ultra slick, t'envoies ton prix, le mec il paye direct, ça se passe super bien. C'est 1% ça. Mais tout le reste, c'est follow-up, créer de la relation, contrer les objections. Donc, peut-être que ce gars-là en question, c'est un mec qui était vraiment pas intéressé, potentiellement. Mais en tout cas, à chaque fois que tu lui facilites la tâche et que tu diminues la friction, tu augmentes tes chances de convertir. Ça, c'est une garantie. Excuse-moi de vous poser la question, là. Je t'en prie. Mais à la fin du call, on s'est dit c'est vachement bien engagé. Et le fait justement d'avoir un tout petit peu donné de la marge, bah, du coup, il était emballé, quoi, tu vois. Et donc. Parce que tu as commencé à 10 et tu as diminué à 8, c'est ça? Je dis 10, mais tu peux payer quand tu veux. On va dire que j'ai dit ça. Ouais. Et donc, du coup, il dit ah, ok, c'est cool. Mais il a payé quand, le mec? Comment ça? Bah, est-ce qu'il a... Il va payer 10. Ouf, ça je déteste. Pourquoi? Il paiera 10? T'es sûr? Il y a un contrat signé? Tout ouais. est finalisé? Ok. Et toi, c'est quoi qui t'arrange? C'est qu'il paye tout de suite? Non. C'est quoi qui t'arrange? Bah, qui paye quand ça le convient. Bah donc c'est pas un avantage. Non, mais je l'ai présenté comme un avantage, si tu veux. Ok, bah bien joué. Donc, c'est Y a rien à dire. Trop bien. Mais quand vous avez des facilités de paiement, parce que ça en vrai c'est une facilité de paiement, vous devriez jamais la donner directement. Parce qu'en fait, tu as toujours un potentiel de chance que la personne achète upfront. Tu vois. Et ce genre d'arguments de vente qui sont des payment plans, enfin en tout cas des facilités de paiement, on les présente toujours quand on a une objection sur le prix. Objection prix, on en discute. Si c'est vraiment compliqué pour elle, pour la personne en question, on essaie de trouver une solution pour qu'elle puisse payer tout de suite, avec un étalement, avec différentes options, tu vois. Je vous montrerai la mind map en question. Ah, je te remercie, frérot. Je vous parle vite fait de l'objection, un peu globale, quoi. Et si ça vous intéresse, je vous montre une de mes mind maps que nos vendeurs utilisent au quotidien. Tu vois, ça peut vous donner un peu de visibilité. Je pourrais même vous la partager si vous voulez la reprendre et la modifier pour vous, je le fais avec plaisir. Donc nous, on compte les objections avec 3 grandes étapes. Je ne vais pas les écrire, je vais vous les dire.
acknowledge, donc comprendre, dig it, creuser, short back to closing, revenir sur le call to action. Je pourrais faire le mec qui va vous le présenter comme ça, mais non, on va jouer, je vais roleplay avec vous, évidemment, vous aimez des objections dans la gueule, c'est ce que je préfère. Bon, je vous explique du coup un produit, quoi, tu vois, et on en parle ensemble. Donc, je vous vends un produit qui coûte 2500 €. C'est un accompagnement qui vous permet d'investir dans l'immobilier, tu vois, d'acheter votre premier bien immobilier, exemple. Ça vous connaissez ça comme produit? Vous avez un peu d'argent de côté, vous l'investir dans l'immobilier, vous ne savez pas par où commencer, vous ne savez pas, c'est une galère pour vous. Les prêts en ce moment, c'est rien qui va, tu vois. Donc vous voulez vous faire accompagner. Moi, je vous vends un produit qui coûte 2500 € ou sur un an, je vous accompagne à réaliser votre première opération immobilière. Produit vanille qui pourrait correspondre à sans doute des gens ici dans la pièce. Ok, c'est ça le produit. Qui veut roleplay avec moi et me mettre une objection dans la gueule? Moi, je vais me renseigner sur ce qu'il y a d'autre que tu m'offres. Non, mais enfin, là, on va faire un jeu de rôle ensemble. Mais qui veut le faire? Toi, t'es chaud? Non, Vas-y, moi, je te fais. T'es chaud? Ouais, vas-y. C'est quoi ton prénom déjà, excuse-moi? Roman. Du coup, Roman, pour avoir accès à mon accompagnement, ça représentait un investissement de 2500 €. Dis-moi à quel point tu es motivé de commencer avec moi. Bah, écoute, 2500 € sur un an, moi, pour l'instant, on n'achète pas 2500 balles de cash d'un coup, donc est-ce qu'il y a moyen de trouver une solution, ou est-ce que c'est ce prix-là, ou est-ce qu'il y a peut-être une partie que je peux acheter maintenant? Merci beaucoup de me répondre ça. Il y a un point qui est important pour moi. Merci beaucoup de me dire ça. Il y a un point qui est important pour moi. Acknowledge, je comprends. Je comprends. Quand tu dis que tu n'as pas 2500 € à lâcher maintenant cash, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu entends par là? Dig it, on creuse. Ça veut dire que littéralement j'ai un budget mensuel et que pour l'instant 2500 € à lâcher maintenant, ça représente mon budget mensuel et que je peux pas me le permettre. Quand tu dis je peux pas me le permettre, t'entends quoi par là? Bon, c'est un exemple, hein, mais imaginons. Oui, enfin, joue vraiment comme si, enfin, tu vois, prends la vie de quelqu'un qui est pas toi et joue ce rôle-là. J'ai des gosses que je dois nourrir et j'ai un budget pour leur bouffe et malheureusement 2500, si je fais ça, je choisis entre ça et nourrir mes gosses, quoi. Ok, ultra intéressant. Je te remercie pour ça. Tu m'as dit que la situation a été pressante, a été urgente pour toi et que tu n'es pas confortable et que tu as besoin d'investir. Moi, ma question, c'est combien de temps tu peux encore te permettre de rester dans la même situation sans savoir ce qui va se passer par la suite, sans investir et vivre convenablement? Combien de temps il reste devant toi? Max 3 mois. Max 3 mois. Tu sais, la crainte que j'ai, c'est de te dire, vas-y, on se lâche maintenant, on se retrouve par la suite quand peut-être tu auras eu le temps de mettre de l'argent de côté ou que tu seras plein ou que sais-je, et malheureusement te reprendre dans 3 mois au téléphone, que tu sois dans la même situation, un peu moins bien, et que tu me dises, il reste 15 jours devant moi. C'est la vraie crainte que j'ai, au fond de moi. Donc qu'est-ce qui fait que tu ne sois pas prêt aujourd'hui à prendre une décision et à réellement aller de l'avant et à prendre ce risque? Ça me fait peur de lâcher de l'argent. 100%. Moi aussi. Tu sais, j'ai jamais eu quelqu'un au téléphone qui m'a dit « Oh frérot, double ton prix et je te paye tout de suite ». Ça m'est jamais arrivé, je te rassure. Qu'est-ce qui pourrait faire que tu le fasses tout de suite et que tu sois aligné avec ça? Bah si j'étais sûr que si je lâchais 2500, je pouvais en faire 5000 demain. Merveilleux. Je fais une pause juste ici. Objection confiance. Tu me parlais, tu sais, fausse objection, vraie objection. On a la vraie objection, confiance, on est dans le mille. On a commencé à creuser. On a creusé et on a chopé une objection confiance. Et pépé pourra! On est bon. Ok, merveilleux. Ce que je comprends du coup, Roman, c'est que le vrai point pour toi, c'est pas forcément les 2500 € parce que tu les as, mais le vrai sujet, c'est est-ce que oui ou non, ça va vraiment te permettre de gagner de l'argent et de mettre une partie de ton patrimoine à l'abri. Est-ce que tu vas vraiment réussir à faire cet investissement? C'est bien ça? Ouais. Ok, merveilleux. Qu'est-ce qui fait au fond de toi que tu te dis que ça pourrait ne pas réussir? Qu'est-ce qui te fait te dire, putain, ouais, peut-être que ça va pas le faire, quoi? Bah, je pensais jamais, il peut y avoir le bon marché, ça peut être un mauvais investissement, ça peut être un mauvais placement, et peut-être qu'en fait tu veux conseiller un truc, mais qu'en fait finalement c'était pas le bon truc dans lequel investir. 100%. Je suis complètement d'accord avec toi. Et qu'est-ce que moi je pourrais faire? Qu'est-ce que je suis en capacité de faire qui pourrait te faire dire, ce mec-là, j'ai confiance en lui, c'est un expert, j'ai envie de commencer avec? Bah, que j'ai une preuve que mes 2500 € vont ramener plus derrière et que je veux juste pas perdre de la thune. Merveilleux. Quelle preuve est-ce que je pourrais te donner pour que tu sois satisfait que tu aies envie de commencer? Je sais pas, ça pourrait être soit que je puisse parler à des anciens clients à toi qui ont déjà fait cet accompagnement, que je peux vérifier que ton offre fonctionne,
Ouais, je sais. Est-ce que tu vois autre chose? Est-ce que c'est le seul truc que tu te dis si je parle à des anciens clients que ça a fonctionné, vas-y, bam, j'y vais? Non, là, comme ça, non. Donc si, toi, dans ta vision, tu peux parler des anciens clients tout de suite maintenant, qui sont satisfaits et que ça fait sens pour toi, tu es prêt à passer à l'action? Ouais, j'imagine. Non, t'imagines ou t'es sûr? Tu sais, moi, c'est important pour moi, je sélectionne les gens avec qui je travaille. Donc j'ai envie de travailler uniquement avec des gens qui sont vraiment motivés, tu vois. Si je suis sûr que mon argent est bien placé et qu'ils m'auraient plus derrière, ouais, non, je le fais. Ok, merveilleux. J'ai juste une question pour toi, parce que tu sais, t'as l'air d'être un mec qui a vraiment le cerveau dans le bon sens, et ça, c'est un truc qui est vraiment appréciable pour un gars comme moi. Tu sais, alors toi, tu m'as demandé de parler à des clients, tu aurais pu me demander des avis clients, des témoignages. Le point qui est important, c'est que tu t'en rends compte, aujourd'hui, tu me demandes des avis clients, rien ne m'empêche d'aller sur Fiverr, de prendre 3 mecs, de les payer 50 $ de l'heure et qui viennent te faire des témoignages. Tu peux me demander des avis clients écrits, rien ne m'empêche d'aller sur Fiverr, de payer 20 $ des avis Fiverr, de les foutre sur Trustpilot et que tu regardes ça et que tu sois satisfait de ce point-là. Donc moi, j'ai pas envie que tu aies confiance dans un truc qui pourrait être vrai ou faux. J'ai envie que tu aies confiance dans la personne qui est en face de toi, que tu dises oui, je le sens et j'ai envie de passer à l'action. Donc est-ce que réellement tu penses que si je te montre l'avis d'un de nos clients, c'est un truc qui pourrait vraiment te dire je passe à l'action, j'y vais et je commence? Bah, moi, je voudrais surtout avoir en call au réseau et parler avec cette personne. Qu'est-ce que ça changerait? Pourquoi ça pourrait pas être ma petite cousine, mon grand frère ou mon daron, tu vois? Ouais. Rien. Donc en fait, le vrai point qui est essentiel, c'est est-ce que toi, au fond de toi, tu es prêt à prendre cette décision? Et je te le répète, la question que j'ai envie de te poser, c'est combien de temps il te reste en face? Il ne reste pas beaucoup de temps. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu es in ou est-ce que tu es out? Je vais te dire que je suis in. Non, un point qui est important pour moi. Les gens avec qui je travaille, je les sélectionne attentivement sur leur motivation et ce qu'ils ont vraiment envie de le faire. Non, moi j'ai envie d'être financièrement libre et j'ai envie de pouvoir donner plus de trucs à mes gosses et pour l'instant c'est avec les cracks et il faut du cash. Merveilleux. On passe à l'action? Ouais. Parfait. Call to action. C'était on passe à l'action?